Radio Souffrante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Aracaille, qui sera consacrée aujourd'hui pour sa partie artistique à Auguste Herbin, une découverte merveilleuse au musée, au tout petit musée de Montmartre qu'on adore, pour pour une émission qui se veut à l'écart de la vision imbécile de l'art et de la politique politicienne en toc. Ouais, salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail arteracaille@orange.fr. Un nouveau
nous retrouverons notre terre, et demain nous retrouverons notre air, notre mer, notre ciel. Inch'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà, c'était la chorale Risala qui chantait à Gaza. Cerf, cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Mais le cerf n'a pas ouvert sa porte au lapin que le chasseur a tué. Qu'on ne dit pas aux enfants qui sucent leur pouce, mais que nous, les grands, nous savons. Et ce qu'il reste de notre enfance tout au fond de nous se rétame la binette sous ce fracas de la vérité. Peut-on comparer ce désastre enfantin au fracas des bombes qui anéantissent méthodiquement les contes enfantins là-bas, en Palestine occupée? Cela me semble possible, cela me semble vrai, mais cela me semble correspondre à l'esprit de la lettre. Mais surtout à la conviction massacrante des envahisseurs sionistes de ce tout petit coin de terre arabe que l'inconséquence d'une organisation internationale, l'ONU, a eu l'idée mortifère de leur donner au nom de quoi? Au nom de qui? Depuis la date de cette donation absurde et criminelle, les massacres des habitants ancestraux de ce petit coin jadis de paradis se retrouvent dans les chaudrons de l'enfer, ou de Lucifer, si vous voulez. Nakba, plusieurs intifadas réprimés dans des mares de sang, jusqu'à cette dernière révolte du 7 mars 2024, dont la répression par les forces coloniales a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza et dans les autres territoires occupés. Les milliers sont à Gaza, les autres en Cisjordanie, par des fanatiques religieux qui s'approprient ainsi les terres des Palestiniens pour y ériger des colonies. Édifiants, qui sont tous sous la protection de l'armée la plus démocratique du monde, du pays le plus démocratique du monde, que la dictature à côté manque de superlatifs pour vanter sa nature antidémocratique en toc-toc qui est là. Et que nous sommes des millions de par ce monde qui se cachent la tête sous leurs bras, à protester, à brailler, à se prendre des coups de pied dans la tronche par des policiers qui s'entraînent. Palestine vivra, Palestine vaincra. Des yeux qui sautent dans le vide, des têtes fracassées, des jambes qui ne touchent plus le trottoir. Il est long le chemin du retour à la maison. Des vraies têtes de lard, ces manifestants. À quand les tirs à balles réelles pour les remettre dans le rang? Cela s'est déjà vu dans ce pays de rentiers plus sensibles à la rentabilité de leurs investissements qu'à la vie humaine. Faut surtout pas les réveiller de leur sieste. Ils ne dorment pas vraiment d'ailleurs, toujours en alerte, le fric, ça se surveille de près. Et les politiques en toc les connaissent bien, leurs électeurs. S'ils veulent rempiler à l'Assemblée ou au Sénat, ou ailleurs, faut pas contrarier le votant. Une chanson bien connue, simple à retenir. Alors que les Palestiniens meurent sous les bombes sionistes, tant qu'ils font pas chier par chez nous autres, ce qu'on s'en fout, une sorte de cri de ralliement de tous les infoutus de la terre, aveugle et sourd à la détresse immense d'un peuple qui tente sa chance sous des averses de bombes depuis trop longtemps. Mais non pas Dieu, pourquoi résiste-t-il? Ça n'a pas de sens qu'il bafouille les infoutus. Une chanson du temps de la Commune le raconte, qui dit oui aux Prussiens pour un beefsteak. Que dit un bourgeois qui prie pour ne pas la sauter? La famine ne réduit pourtant pas les Gazaouis, qui meurent par milliers de manque de pain. Affamés par des envahisseurs qui leur doivent pourtant assistance, que disent les règlements internationaux? Mais, c'est-y quoi-t-il donc des règlements internationaux que répond sans répondre le maltraitant occupant sioniste, qui n'a jamais entendu d'histoire ou regardé d'images sur le ghetto de Varsovie?
des ignares crasses, qui pourtant disent se battre pour que cela ne se reproduise pas, ou quelque chose comme ça. À peu près ça. Très à peu près ça, puis-je ajouter, sans crainte d'être contredit par l'histoire. Cerf, cerf, ouvre-moi, le chasseur me tuera. Lapin, lapin, casse-toi loin, ou je te bute sans faire de foin. Qu'on peut dire que voici une fin de non-recevoir de force 12, avec un ressenti d'une force sans mesure. Oh, juste, tu as dit le 7 mars alors que c'était le 7 octobre. Juste, il y a une petite précision. Je vais enchaîner avec toujours ce qui se passe à Gaza avant de raconter quand même un petit peu d'autres choses. Donc, en Israël, en fait, Benjamin Netanyahou redoute un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle, effectivement. Donc, ce serait le chef du gouvernement, son ministre de la Défense et un chef d'état-major qui seraient visés par des mandats d'arrêt internationaux. Et donc, on n'est plus dans de la politique fiction, on sera bien dans de la réalité. Et le Premier ministre israélien redoute en effet ce mandat d'arrêt contre lui et d'autres responsables politiques et militaires pour crimes de guerre dans la bande de Gaza. Donc, selon les médias israéliens, le procureur général de la Cour, Karim Khan, pourrait émettre ces mandats d'arrêt dans les prochains jours. Et donc, Netanyahou pourrait donc se retrouver dans la même situation que Vladimir Poutine sous le coup de ce mandat d'arrêt international depuis mars 2023. Dans les faits, on ne sait pas, il pourrait y avoir après acquittement ou clémence de la part des juges, mais en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir qu'il y a des décisions un peu quand même des décisions fortes qui soient prises, quoi. Et pourquoi tu parles de clémence de la part des juges ? Parce qu'il y avait un autre article où il disait que il y aurait peut-être un jeu d'influence et qu'on ne sait pas du tout s'il serait vraiment condamné, quoi. Mais en tout cas, il y a ce mandat d'arrêt et on attend déjà qu'il soit émis. Un article intéressant aussi dans la revue Orient 21. Orient 21, c'est la revue qui a pour rédacteur en chef Alain Grèche, dont on avait déjà parlé plusieurs fois, qui a publié là un livre récemment chez Libertalia, Chant d'amour, et qui connaît très bien tout ce qui se passe, qui a été aussi responsable du monde diplomatique pendant pas mal d'années. Et donc, dans cet article, justement, on parle un petit peu de le ressenti d'Israël à travers la population israélienne. Et effectivement, les gens sont complètement... l'article s'appelle De Tel Aviv à Haïfa, tu crois que c'est la fin d'Israël, où là, en fait, l'opinion israélienne est tiraillée par la peur, mais elle s'interroge aussi sur l'après-guerre et comment elle va pouvoir retrouver un cap, comment ce pays peut retrouver un cap quand on a une extrême droite aussi puissante qui pousse à l'épuration ethnique, une gauche qui a du mal à retrouver un cap et des Palestiniens d'Israël qui, eux, sont soumis à des restrictions de liberté publique. Oui, sauf que la gauche israélienne a fait la politique de colonisation presque pire que la droite. Exactement. Faut pas oublier ça du tout. Ouais. Et là, il y a des témoignages par exemple, il y a un témoignage d'un homme qui est là, qui s'appelle Moki, qui vient de Leningrad. Il dit qu'il est en Israël depuis 1997, il a fait la guerre au Liban en 2006. Là, il travaille dans un pressing et quand on l'interroge sur Israël, il répond pays de merde, quoi. Et la veille, dans un restaurant branché de Tel Aviv, le rédacteur de l'article croise une jeune femme de 27 ans, qui est une jeune russe née à Saint-Pétersbourg. Et elle est arrivée il y a 2 ans pour fuir la Russie de Poutine et la guerre en Ukraine. Et elle dit la même chose que Moki, elle compte reprendre sa route, quoi. Elle ne sera pas la seule. Il y a un diplomate européen de haut rang qui explique aussi que les demandes de passeport sont en forte hausse dans les consulats occidentaux. Donc il y a 5 fois plus de demandes que l'année dernière à la même époque. Donc il y a déjà 5 millions d'Israéliens qui auraient un second passeport. Donc la moitié de la population, quoi. Pays de merde, dit aussi Gabriella, croisée dans un village de tentes de Jérusalem le 1er avril, installée sur un boulevard entre la Knesset, le Parlement et la Cour suprême, où là il y a des bénévoles qui distribuent des matelas de camping, des oreillers pour rendre moins rude le séjour militant à même le bitume. Et Gabriella a manifesté une partie de l'année 2023 pour défendre la fameuse Cour suprême, là, contre la réforme qu'il devait y avoir. Donc elle est aussi très en colère contre ce gouvernement de losers, incapable de libérer les otages et de gagner cette horrible guerre. Qu'ils foutent le camp, hurle Mariama, ce sont des minables, cette guerre ne nous mène nulle part. Donc il y a vraiment quand même une grosse colère de la part des Israéliens. Bon, je vais pas lire tout l'article, mais quand même l'idée c'est que c'est pareil, il y a un niveau de haine à l'égard de Netanyahou qui n'a jamais atteint un tel niveau, parce qu'en fait les Israéliens sont indignés d'apprendre que son fils est à l'abri, ce qu'on avait dit l'autre fois, à Miami,
en Floride. Il est protégé par des hommes du Mossad, alors que Sarah, c'est la femme du Premier ministre, a fait installer un salon de coiffure à la résidence officielle, elle, pour ne plus avoir à affronter la foule en rogne autour de son adresse favorite à Tel Aviv, quoi. Netanyahou n'a plus d'autre idée que de sauver sa femme, son fils et ses proches, déplore à une personne. Là, les gens disent « Allez, on oublie les poursuites, mais qu'ils partent tous. » quoi. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Encore pays de merde, dit encore un habitant palestinien de Haïfa. Donc c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement. Et effectivement, je ne sais pas comment on peut se relever d'un tel génocide, enfin de tels actes criminels, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Je ne sais pas comment c'est possible. Surtout là que tu me disais que tu venais de lire un article, on a retrouvé des Palestiniens dans des fosses communes à côté des hôpitaux, dénudés, les mains attachées, des femmes, des vieillards. Toujours plus. Et ça, c'est ce qui filtre de Palestine. Mais le jour où le terrain sera accessible aux correspondants de guerre internationaux, etc., là, l'horreur va atteindre un sommet qu'on a pu atteindre quand on a libéré les camps de la mort dans l'est de l'Europe. Ouais. Oui, parce qu'il faut toujours préciser que la presse internationale n'est pas admise ne va pas dans la bande de Gaza. Donc c'est vrai qu'on n'a pas du tout toutes les infos. Et bonne nouvelle, c'est quand même ce mouvement de solidarité qui est à Sciences Po, ce mouvement international avec les Gazaouis. Et je trouve que dans des grandes écoles comme ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur de voir tous ces étudiants qui se mobilisent, qui mettent des drapeaux palestiniens, qui portent des kéfiers, qui interviennent, qui bloquent l'établissement. Alors naturellement, le directeur de l'établissement a autorisé la police à rentrer dans l'établissement, ce qui est quand même inconcevable. Voilà, inconcevable. Ouais. Et en fait, cette mobilisation fait aussi penser à ce qui se passe dans les campus américains. Donc on sent qu'il y a quand même un gros soutien à la Palestine un peu partout. Alors qu'on a un gouvernement qui cherche à réprimer de plus en plus, qui convoque devant la police. Donc maintenant que l'accusation d'antisémitisme ne fonctionne plus, on est accusé d'apologie du terrorisme. C'est le nouveau tiroir de Darmanin. Dès qu'on soutient... j'aime bien le tiroir. Non, mais voilà, donc on a l'impression qu'en France, en fait, le soutien à la Palestine est quand même très fort, quoi. En France et ailleurs dans le monde. Très fort, mais pas écrasant. Voilà, et alors que justement on a un État qui cherche à faire peur, à faire taire surtout, quoi. Surtout que là c'est pareil, je viens de dire que Rima Hassan devait faire une conférence sur un campus et qui a été à nouveau interdit, donc on a l'impression que tous ces recteurs d'université en fait sont pieds et poings liés avec le gouvernement, puisque Mélenchon n'avait pas pu faire rentrer à Lille la dernière fois, Pierre Stamboul n'a pas pu intervenir à Montpellier, enfin bon... Mais qu'est-ce que ça veut dire d'interdire aux gens de parler? Ils ont même peur de la parole. Qu'on ait peur d'une émeute populaire, qu'on ait peur d'une révolution qui se mette en place et qui se mette à déboulonner ou à dépaver les rues de Paris. Bon, d'accord, mais là, des gens qui parlent, et puis ce ne sont pas des fanatiques politiques. Quelqu'un comme Mélenchon n'est pas du tout un fanatique, c'est quelqu'un qui est très cultivé, qui sait ce qu'il dit, qui sait parler. Pierre Stamboul de l'UJFP, c'est un ancien professeur d'histoire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et pareil, c'est quelqu'un, si vous le voyez, vous ne seriez pas terrorisé par son aspect physique ni par son discours. Il a une voix très calme, très posée, il pose ses arguments, voilà. Rima Hassan, c'est une jeune femme aussi qui est très cultivée. La juriste internationale. Hein? Elle a fait du droit international. Oui, voilà. Et ces gens-là, on veut les interdire de parole. Je comprends. C'est tellement ridicule. Ils n'ont vraiment pas honte, nos responsables. Enfin, nos responsables, c'est des responsables politiques français. C'est que les Darmanin, les Attal, comment il s'appelle le président? J'ai oublié son nom. Macron. Tous ces gens-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on les interdit de parler, eux? Pourtant, on devrait, parce que quand ils ouvrent la bouche, c'est vraiment saoulant et con. Ouais. Alors, ce que je lis là sur Sciences Po, c'est que, effectivement, c'est le député de Seine-et-Marne qui a publié un message en disant qu'on n'envoie pas les CRS pour déloger des étudiants pacifistes.
et que sur place, ça c'était vendredi, je crois, parce que depuis il y a eu un accord, je crois, avec la direction pour avoir un débat quand même sur faire des déclarations. Qu'en fait, qu'est-ce qui est venu? C'est ces manifestants pro-israéliens qui sont venus masqués et casqués comme ils ont l'habitude de le faire. Hein. On sait comment ils peuvent intervenir. Alors, est-ce que c'est la LDJ ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que c'est des très, très violents. Donc là, les forces de l'ordre se sont quand même interposées entre les deux. Ils n'ont pas laissé les étudiants se faire massacrer. Mais voilà, qui arrive quand on critique ce qui se passe à Gaza. Alors qu'on demande simplement à ce qu'un peuple puisse vivre en autonomie, quoi. Oui, qu'on arrête de les massacrer. Voilà. Alors sinon, je vais passer... J'ai reçu le dernier Fakir, ça fait un petit moment que j'en avais pas parlé. Et donc, il y a quand même 2 nouvelles qui m'ont mis un peu de baume au cœur. Il faut bien chercher des infos, un peu de bonnes infos pour avoir envie de continuer le chemin. Donc là, c'est ce sont des jeunes femmes et des jeunes hommes d'ailleurs qui travaillent au Mont Saint-Michel, qui sont guides et qui reçoivent le public et en fait qui se sont mis en grève parce qu'il y a très peu il manque de salariés, il y avait des restrictions de personnel, donc en fait c'est un lieu quand même qui reçoit 3 millions de visiteurs par an. Et ils n'étaient pas assez nombreux, donc ils ont des revendications sur remplacer les départs en retraite, sur des guérites d'accueil qui sont insalubres, la suppression des points d'info. Enfin bon, c'est des gens qui sont submergés parce que vraiment trop peu nombreux pour accueillir tous ces visiteurs. Ils disent que certains jours, ils ne sont que 2 salariés et 8 vacataires pour gérer 4500 visiteurs. Donc entre Noël et le jour de l'an, ils ont décidé de se mettre en grève pour faire avancer leurs revendications. Et en fait, ça a fonctionné. Ils ont bloqué l'accès à l'abbaye. Et donc en fait ils ont fait ça à 2 reprises. En fait ils ont entamé une 2e semaine de grève et donc ils ont obtenu des satisfactions avec des créations de postes, un remplacement des départs définitifs, des contrats de 4 mois minimum pour les vacataires et la promesse que les autres revendications seront réévaluées chaque mois avec les syndicats. Savoir que c'est des gens qui gagnent, après plusieurs années de travail, 1700, au bout de 10 ans, 1700 euros par mois, donc quand même une misère avec la pression qu'il doit y avoir. Donc quand il y a des luttes qui fonctionnent, ça fait quand même toujours... Mais c'est géré par qui, Mont-Saint-Michel? Alors c'est géré par les monuments nationaux, je crois, les monuments nationaux. C'est l'une des poules aux œufs d'or du centre des monuments nationaux avec l'Arc de Triomphe, le château de Chambord... Donc c'est là qu'il fallait taper. Et un article aussi sur un petit coin de France avec un maire qui a l'air de faire des choses super intéressantes. Alors ce petit coin de France s'appelle Mouansartou. Et là on a... Mouansartou. Ouais. Ouais, je connais bien. Et voilà, là on a un maire qui a récupéré sur une parcelle préemptée de 4 hectares. Il y a des employés agricoles, il y a des salariés de la commune et qui se sont mis à cultiver la quasi-totalité des légumes que mangent les enfants à la cantine. Donc ils ont une 50aine de variétés, tout est bio, produit selon les techniques de l'agroécologie, rotation des terres, usage d'engrais verts pour enrichir le sol, lutte biologique contre les espèces nuisibles. Et donc c'est Gilles Perrol qui a 65 ans, qui est un retraité de l'éducation nationale et qui est adjoint au maire en charge de la mise en place de la régie agricole de Mouansartou, qui est une commune de 10 000 habitants, qui est à l'initiative de tout ça. Donc depuis 2006, il y a eu cette volonté de produire localement des légumes pour la cantine, et en 2012, après plusieurs étapes, la régie agricole est rentrée en activité. Donc les enfants ont des aliments de qualité, c'est du local, et je trouve que ça fait quand même, plaisir, quoi. Oui, parce que surtout que Mouansartou, c'est une commune à proximité de la Méditerranée, hein, c'est dans les hauteurs, mais c'est le pays des lavandes et tout ça, des oliviers, des machins. Donc c'est pas non plus une banlieue sordide de la région parisienne ou des grandes agglomérations françaises. Hein. Ça pourrait être un lieu assez privilégié pour le tourisme, etc., mais c'est d'autant plus, d'autant plus courageux de préempter 4 hectares de terres agricoles pour faire ce qu'il faut. Surtout que ces terres normalement étaient vouées à être vendues à un promoteur immobilier pour y construire des villas de luxe. Donc voilà, c'est un geste fort. Donc la régie agricole, pour l'instant, elle produit 25 tonnes de légumes bio, donc elle alimente à 96% les besoins en légumes de la cantine et du restaurant municipal. C'est-à-dire 1200 repas servis par jour, hors les pommes de terre.
Donc voilà, c'est quand même... ça oui, fait... c'est pas non plus un pays à produire de la pomme de Non, terre. non, mais du coup, ça m'a fait du bien de lire que, voilà, il y a quand même toujours cette histoire de volonté politique qui peut être là. À un moment, il y a des gens, des élus qui quand même se disent, voilà, il faut changer, on va plus, parce que ça se trouve, le promoteur immobilier avait fait peut-être des gros pots de vin, on n'en sait rien. En tout cas, voilà, c'est quand même intéressant. Et donc, les enfants sont même... associés un peu à ce qui se passe, ils vont sur le terrain, regardent comment poussent les légumes, enfin voilà, ça je voulais en parler parce que ça m'a fait chaud au cœur. Surtout, je répète, dans cette région qui est plutôt une région touristique. Voilà, 10 000 habitants, moi quand j'ai connu Montsartou, c'est il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait pas 10 000 habitants, et ça commençait quand même déjà à être pollué par le tourisme, mais ça en est encore qu'à un stade assez supportable, tandis que là, si effectivement ces 4 hectares étaient voués à une promotion immobilière, ça a fait 4 hectares de pollution en plus dans ces régions qui, si on ne fait pas gaffe, seront de plus en plus polluées par l'immobilier, quoi. S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange, revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie, Gaza, Gaza, que ton nom soit interdit. Gaza, Gaza, Toi l'enfant de Palestine, Gaza, Gaza, qui se relève et qui s'obstine, Gaza, Gaza, de tout ton cœur, de tout ton être, Gaza, Gaza, à ne jamais disparaître Gaza, Gaza, de cette terre qui t'a vu naître, Gaza, Gaza, de ce pays de tes ancêtres. Gaza, Gaza, Aujourd'hui mon cœur est lourd, Gaza, Gaza, aujourd'hui le monde est sourd, Gaza, Gaza, et laisse faire les actes infâmes, Gaza, Gaza, enfants qu'on tue ou qu'on affame, Gaza, Gaza, qui fait semblant de ne pas voir, Gaza, Gaza, qui feint de ne pas savoir, Gaza, Gaza, a perdu son humanité, Gaza, Gaza, son honneur et sa dignité. Gaza, Gaza, Tu te relèveras, c'est sûr, Gaza, Gaza, tu survivras à tes blessures, Gaza, Gaza, et tu verras haut dans ton ciel, Gaza, Gaza, au bout d'une longue ficelle, Gaza, Gaza, comme un ange qui flotte au vent, Gaza, Gaza, une toile, un cerf-volant, Gaza, Gaza, inscrit dessus en toutes lettres Gaza, Gaza, les derniers mots de ton poète. Gaza, Gaza, S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre, il vous appartiendra de vivre, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire, que ma mort devienne une histoire. Gaza, 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 Gaza,
c'était HK et les saltimbanques. S'il est écrit que je dois mourir, même si on la passe régulièrement, ce poème me fait toujours très chaud au cœur. Un poème de qui? Rifat Al-Hariri.